Oui, les Iraniens ont décidé de ne pas participer en Égypte. Leur argument était que le ministre des Affaires étrangères d'Iran a déclaré que les États-Unis les avaient attaqués et les menaçaient de nombreuses sanctions contre l'Iran. C'est la raison pour laquelle ils ne seront pas présents. Mais ils ont dit qu'ils étaient ouverts à toute forme de solution pour Gaza. Voyez-vous autre chose au-delà de cela? Au-delà de ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères d'Iran, comme l'une des principales raisons pour lesquelles l'Iran n'a pas participé. Je pense qu'il y a une raison liée à la sécurité, compte tenu du rôle des États-Unis dans l'assassinat des principaux dirigeants iraniens et du rôle d'Israël dans l'assassinat d'Iraniens. Se placer dans un pays comme l'Égypte, qui n'est peut-être pas en mesure d'assurer la sécurité, surtout après qu'Israël a attaqué l'équipe de négociation du Hamas au Qatar, aurait été absurde. Et étant donné la coordination de l'Égypte avec les services de renseignement et de sécurité israéliens, ainsi que le degré de pénétration du Mossad dans la société égyptienne, je pense que cela aurait représenté un risque énorme. Sur le plan diplomatique, quel en aurait été l'intérêt, puisque tout le spectacle visait à démontrer la domination des États-Unis. La seule raison pour laquelle un pays serait présent, c'est pour montrer son désir de rester dans l'orbite de Washington et de faire partie de l'Alliance transatlantique. Tous les États arabes qui y ont participé dépendent de l'aide américaine, en particulier l'Égypte. L'Iran a donc choisi de démontrer son indépendance vis-à-vis de ces spectacles creux et de la vision unipolaire que Washington tente d'imposer au monde, en restant tout simplement chez lui. Je pense que c'était la décision la plus rationnelle, et cela deviendra plus clair dans les semaines à venir, lorsque Trump refusera d'utiliser son influence pour instaurer une véritable paix et que la guerre commencera à se rapprocher du seuil de l'Iran, avec la complicité d'Israël et de Netanyahou. Le principal problème avec Gaza, c'est leur droit de décider de leur propre avenir. Mais cela n'a pas été mentionné dans le soi-disant plan de paix. Le point numéro 19 indique que les États-Unis se contentent de reconnaître le désir des Palestiniens d'avoir un État. Rien de plus. Alors, qu'est-ce que cela est censé signifier? Pourquoi ont-ils décidé d'être d'accord avec les États-Unis s'il n'y a aucune mention d'un État palestinien dans ce document? Je veux dire, Trump n'a même pas mentionné les Palestiniens dans son discours à la Knesset. Il n'a pas dit, vous savez, qu'ils ont énormément souffert et qu'il faut les considérer comme un peuple, simplement comme des êtres humains. Il n'a rien dit de tel à la Knesset. Il n'existait pas. Et puis, Mahmoud Abbas, quel était le but de sa présence à Sharm el-Sheikh? Je veux dire, sa présence était complètement éclipsée. Et en coulisses, lui et l'autorité palestinienne ont fait pression contre la libération de Marwan Barghouti, qui serait la figure la plus unificatrice que le Hamas ait cherché à faire libérer, même s'il n'est pas membre du Hamas. C'est une figure fédératrice, dotée d'une crédibilité populaire qui transcende le factionnalisme de la politique palestinienne. Quelqu'un qui pourrait émerger comme un leader capable de former un gouvernement d'unité et de progresser vers une forme d'État palestinien. Ainsi, Abbas participe avec Israël et Trump à saper ce processus simplement pour maintenir sa prison dorée à Ramallah, l'occupation 5 étoiles. Quant aux Palestiniens, les questions d'occupation et de colonisation n'ont jamais été abordées par Trump ni par quiconque dans toute cette mascarade. Tout ce qui s'est produit, c'est une sorte de soulagement, un soulagement bienvenu, avec la mort et la libération de 2000 Palestiniens, dont 1700 qui avaient été enlevés par Israël à l'intérieur de la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Et c'était peut-être le meilleur accord possible, compte tenu des circonstances
étant donné la prépondérance du pouvoir qu'Israël exerce sur les puissances occidentales. Mais cela ne résout rien et ne nous rapproche en rien d'un État palestinien. Donc je veux dire, nous sommes partis pour davantage de conflits. Max, vous avez écrit un article. Je ne parle pas de vous personnellement, mais de vous et de votre équipe, sur The Grey Zone, à propos de la base israélienne secrète qui a été frappée par une attaque iranienne pendant la guerre de 12 jours. Que savons-nous de ce qui s'est passé durant ces jours-là, compte tenu de cette affaire? Eh bien, il s'agissait d'un reportage de Jack Paulson, un journaliste indépendant issu de l'industrie technologique, qui s'est donné pour mission de révéler le rôle du secteur technologique dans sa collaboration avec l'armée, les services de renseignement et avec Israël, en particulier l'unité 8200 d'Israël. Il a produit certains des travaux les plus indispensables sur ce sujet au cours des dernières années, depuis qu'il a quitté son poste chez Google. Et Wyatt Reed, mon collègue de The Grey Zone, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réussi à géolocaliser le site 81, une base militaire israélienne hautement secrète, de facto, qui assure le commandement et le contrôle de l'appareil de renseignement militaire israélien. Et c'est là, niché au sein du complexe Hakiria, une grande tour du nord de Tel Aviv, le long du boulevard Menachem Begin, près du centre commercial et du complexe d'affaires israélien. Il est entouré d'une série de tours résidentielles, ainsi que du quartier général de l'armée de l'air israélienne. J'en ai déjà parlé, de la façon dont il représente le summum du bouclier humain autour du nœud central de la machine génocidaire d'Israël, le bunker de la forteresse de Sion, où Netanyahou et son cercle rapproché se réfugient chaque fois qu'il y a des représailles pour les guerres qu'il déclenche dans la région. La plus récente ayant eu lieu en juin, pendant la guerre de 12 jours. Ainsi, le 13 juin, en pleine guerre, des cibles près de Hakiria ont été touchées. L'une d'elles était la tour nord du complexe résidentiel Da Vinci, une tour d'habitation construite à côté de Hakiria. Elle se trouve juste au sud des tours canarites de l'armée de l'air israélienne. Ce que Jack Paulson et Wyatt Reed ont déterminé, c'est qu'elle se trouvait également au-dessus d'un bunker souterrain de renseignement militaire, administré conjointement par les armées américaines et israéliennes. Ils ont découvert cela grâce à un ensemble d'emails divulgués issus des fuites Andela, qui contiennent les courriels de hauts responsables militaires et diplomatiques israéliens, ainsi qu'à des documents publics, des articles de presse israéliens et des photographies. L'un des sites frappés par des missiles balistiques iraniens, le 13 juin, se trouvait directement au-dessus du site 81. Donc, je ne sais pas si l'Iran savait que c'était cet endroit. Je ne sais pas ce qu'ils visaient précisément, à part Hakiria, mais cela a frappé directement au-dessus du site 81. Et c'est là que réside l'élément important. Le site 81 se trouve presque directement en dessous, ou dans l'ombre, des tours Da Vinci. Cela signifie donc qu'une tour résidentielle est utilisée comme bouclier humain pour protéger l'un des aspects les plus sensibles et secrets de l'appareil de commandement et de contrôle du renseignement militaire israélien. Je pense que c'est la conclusion à tirer de cet élément. Et un autre point à noter, Trey Yingst, un journaliste de Fox News, s'est rendu sur le site de cette frappe ou de cette série de frappes de missiles balistiques le 13 juin. Et il existe des images montrant la police israélienne le repousser et lui interdire de filmer. Depuis, Israël a encore renforcé la protection de cette zone pour empêcher le public de la filmer, en érigeant de hauts murs. Ils ont en gros évacué certaines de ces zones.
Cela montre clairement qu'ils ne veulent pas que le public ou la presse en soit informé. Tout reste soumis à la censure officielle. Mais les Israéliens ne peuvent plus prétendre que l'Iran cherche à tuer des civils israéliens alors qu'il s'agissait manifestement d'une cible militaire. Quelle est la compréhension des responsables israéliens concernant de nouvelles attaques contre l'Iran? Ont-ils une évaluation interne de l'objectif principal qu'ils chercheraient à atteindre? Et quelles seraient les conséquences pour Israël en termes de nouveaux missiles potentiellement lancés et susceptibles de détruire d'autres sites militaires ou de renseignement? Je n'ai pas réussi à comprendre les déclarations des responsables israéliens pour savoir ce qu'ils espèrent accomplir. Il me semble qu'il existe encore une forme de pensée illusoire au sein de la direction politique israélienne, selon laquelle un changement de régime pourrait être obtenu en Iran. Et c'est un sujet sur lequel nous avons également fait des reportages. Nous avons republié un article de Jack Paulson révélant que le Mossad intensifie ses efforts de recrutement en ligne parmi les Iraniens de la diaspora, en particulier en Allemagne, promettant des paiements lucratifs et des possibilités de faire sortir leurs familles d'Iran, de les relocaliser et de subventionner leur logement s'ils peuvent fournir des informations sur des installations iraniennes sensibles, notamment nucléaires. Ils recrutent spécifiquement des Iraniens de la diaspora, mais aussi à l'intérieur de l'Iran, des personnes qui travaillent dans ces installations. Et, chose étrange, le Mossad mène cette campagne publicitaire par le biais d'une société à responsabilité limitée basée à Atlanta, en Géorgie, enregistrée au nom d'un influenceur, un humoriste appelé Desi Banks. Je me demande ce qu'il en pense. Nous n'avons pas pu le joindre. L'essentiel, c'est qu'il cherche toujours à affaiblir le savoir-faire scientifique de l'Iran, son industrie nucléaire. Cela reste la principale cible d'Israël. C'est en quelque sorte cohérent avec leur stratégie générale, dite du tonte de la pelouse, où ils essayent de... Enfin, c'est une expression révoltante conçue par Israël pendant son siège de Gaza, où, sans parvenir à un changement de régime ni à la destruction de l'ennemi, ils parviennent à l'affaiblir par une guerre continue et diverses opérations qui peuvent ne durer que quelques jours, mais qui font reculer l'ennemi. C'est donc un des objectifs qu'ils poursuivent, à ma connaissance. Mais j'ai vu des dirigeants israéliens dire que ce qu'ils cherchent réellement, c'est à nuire à l'Iran, au point de reproduire leur succès au Liban contre le Hezbollah. Amener l'Iran à se retirer, affaibli, dans un cessez-le-feu, puis mener ce qu'ils appellent des guerres entre les guerres, où ils dégradent des cibles sans aucune riposte de l'Iran, parce que l'Iran aurait été tellement affaibli. C'est délirant. L'Iran n'est pas le Liban. La dissuasion iranienne est bien plus forte que celle du Hezbollah, et le pays n'est pas non plus situé directement aux portes d'Israël. L'autre aspect, c'est l'échec politique de la guerre de 12 jours menée par Israël. Israël a rassemblé le public iranien autour du drapeau, y compris de larges pans de la population qui ont des différends avec la République islamique et la Révolution, à cause du nombre de victimes civiles provoquées par Israël, parce qu'ils ont attaqué des Iraniens dans des zones considérées comme des bastions de l'opposition ou de la critique envers la République islamique, comme Tajrish et le nord de Téhéran, en se contentant de déclencher des voitures piégées du Mossad. Les escadrons de la mort du Mossad, qu'Israël avait armés et entraînés à l'intérieur de l'Iran, étaient largement considérés comme des terroristes et détestés. Le bombardement de la porte d'entrée de la prison d'Evin s'est complètement retourné contre eux et a tué des familles venues rendre visite à leurs proches incarcérés, ainsi que des travailleurs sociaux. Ce fut donc un échec total pour Israël.
Je pense que si la direction, l'appareil militaire et de renseignement israélien était rationnelle, ce qu'elle n'est probablement pas, elle abandonnerait le fantasme du changement de régime. Mais je crois qu'ils vivent dans leur propre bulle. Et la dimension politique pousse également Israël vers la guerre. La survie même de Netanyahou et le fanatisme pur et simple du public judéo-israélien. Lorsque l'administration Trump est arrivée au pouvoir, elle a décidé de s'en prendre aux Yéménites, les Houthis. Ils ont dit, cette fois, ce sera différent. Nous allons leur faire sentir à quel point les États-Unis sont puissants. Ils sont intervenus, et après tout cela, ils ont fini par se retirer de la mer Rouge, du Bab el-Mandeb et de cette région. Pensez-vous que le même schéma s'applique au conflit entre les États-Unis et le Yémen ou l'Iran? Comment se sentent-ils? Ont-ils une perception différente maintenant? Ou ont-ils tiré des leçons de la première phase de la guerre entre Israël et l'Iran lorsque les États-Unis se sont impliqués? Quel est le sens de tout cela? Pensez-vous qu'il y a encore des personnes au sein de l'administration qui croient pouvoir vaincre l'Iran? Ou bien pensent-ils, comme dans le cas du Bab el-Mandeb et de la mer Rouge, que cela ne fonctionnera pas? Qu'ils ne vont pas s'engager dans cette direction? Je pense que la faction de la Maison-Blanche, qui croit pouvoir vaincre l'Iran, était en réalité installée à la Knesset, ou du moins ses représentants l'étaient. L'un d'eux se trouvait juste devant Miriam Adelson, et c'était John Ratcliffe, que nous avons identifié, d'après les propos d'un responsable de l'administration Trump, cité par The Grey Zone, comme un sténographe du Mossad. Quelqu'un qui avait convaincu Trump que l'Iran était sur le point de produire des ogives nucléaires et même de les distribuer aux Ansar Allah du Yémen. Encore une supercherie sur les armes de destruction massive. John Ratcliffe est fondamentalement incompétent pour tout poste lié au renseignement, même à la Chambre des représentants. C'était un député de second rang et un avocat de petite ville de la banlieue de Dallas. Il représentait une ville d'environ 7000 habitants, près de Dallas, et il est maintenant à la tête de la CIA. Une grande partie de cette ascension est liée au soutien de l'AIPAC et des services de renseignement israéliens. Il contrôle essentiellement sa façon de penser, tandis que les responsables moins connus de la CIA le font se sentir important et le manipulent à leur manière. Alors, pourquoi était-il assis devant Miriam Adelson? Parce qu'il est très amical et très proche des Israéliens, et qu'il a joué un rôle clé dans le processus qui a conduit Israël à estimer qu'il pouvait lancer une guerre non provoquée contre l'Iran, et que les États-Unis viendraient le sauver des conséquences d'une guerre qu'il avait déclenchée, mais qu'il ne pouvait pas terminer. Et il y a d'autres figures au sein de l'administration. L'ancien chef du CENTCOM, Michael Kurilla, était une autre personnalité que l'Israël appréciait. Il l'appelait le général préféré d'Israël. C'est choquant qu'un pays étranger puisse avoir autant d'influence sur les plus hauts gradés de l'armée américaine, au point qu'il puisse même le dire publiquement. Son remplaçant, je crois qu'il s'appelle Bradley Cooper. Je ne vois aucune différence entre lui et Kurilla. Pete Hegseth, lui, fera tout ce que Donald Trump veut. C'est juste un loyaliste de Trump, plus préoccupé par l'humiliation des généraux woke parce qu'ils sont gros et homosexuels que par la géopolitique réelle. C'est fondamentalement un fidèle de Trump. Ensuite, il y a Trump qui est imprévisible et J.D. Vance qui a déclaré être opposé à une guerre avec l'Iran. Le public américain est fermement opposé à la guerre, y compris la plupart des partisans de MAGA, à l'exception des téléspectateurs de Fox News de plus de 55 ans, car Fox News est devenu un véritable instrument au service d'Israël. Je pense qu'avec toutes ces factions, il serait politiquement risqué pour Donald Trump
de donner son feu vert à une nouvelle guerre israélienne. Et après ce spectacle de paix, je pense que cela a repoussé l'échéance d'une guerre israélienne. Je crois que le calendrier a également été retardé par la frappe autodestructrice d'Israël au Qatar. Mais nous devons tout de même nous attendre à une nouvelle escalade. Israël part du principe qu'il a bien plus de chances d'impliquer les États-Unis maintenant qu'après d'éventuelles élections de mi-mandat, au cours desquelles les républicains subiraient une défaite humiliante et les démocrates prendraient le contrôle de la Chambre et peut-être même du Sénat. Je m'attends donc toujours, à relativement court terme, à ce que les Israéliens tentent quelque chose. Je ne sais simplement pas ce qu'ils ont réellement en tête. Et je pense que nous pouvons tous supposer que s'ils se lancent, ce sera plus violent et plus sanglant que la dernière fois, et qu'Israël subira un coup plus dur, potentiellement avec des missiles balistiques et des armes que nous n'avons encore jamais vues. Max, avant de conclure cette session, nous avons une nouvelle lauréate du prix Nobel de la paix, Maria Corina Machado. Elle a gagné. Elle a d'une manière ou d'une autre battu Donald Trump. Elle est plus importante pour l'establishment que Donald Trump en ce moment. Et qu'en est-il du cas du Venezuela? Parce qu'en y repensant, en 2021, c'était l'opposition russe, en 2022, l'opposition biélorusse, en 2024, l'opposition iranienne, et maintenant, l'opposition vénézuélienne. Que veulent-ils du Venezuela? Tout tourne autour du pétrole. C'est quelque chose de géopolitique et de bien plus vaste que cela. Quelle est ton opinion à ce sujet? Eh bien, le prix Nobel de la paix devrait désormais être rebaptisé le prix Nobel de la guerre, car il est conçu pour donner le feu vert à la guerre des États-Unis contre le Venezuela, une guerre déjà en cours, dans laquelle les États-Unis procèdent à des exécutions arbitraires et extrajudiciaires de citoyens vénézuéliens inconnus, les qualifiant sans aucun processus légal de narcoterroristes et les tuant en haute mer. Maria Corina Machado s'est vue décerner le prix Nobel de la guerre après avoir soutenu la guerre de Donald Trump contre le Venezuela et après avoir signé un document de coopération avec le parti Likoud de Netanyahou et demandé personnellement à Benjamin Netanyahou de diriger une invasion israélienne du Venezuela. Un an plus tard, elle a appelé les États-Unis à lancer une intervention militaire de type libyen au Venezuela, au moment même où j'ai personnellement été témoin de sa tentative de prendre le contrôle d'une base militaire vénézuélienne avec des membres de l'opposition de la haute bourgeoisie vénézuélienne à Caracas. Cela a échoué, mais nous pouvons constater que Maria Corina Machado représente la faction la plus radicale de l'opposition vénézuélienne, celle qui a soutenu des sanctions qui, selon le Center for Economic and Policy Research, ont tué des dizaines de milliers de Vénézuéliens et déclenché une vague migratoire massive vers le nord, jusqu'à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Cela, à son tour, a alimenté la montée de Trump et de la droite nativiste et anti-immigrée. Lorsque nombre de ces Vénézuéliens, durant le second mandat de Donald Trump, ont été expulsés, non pas vers le Venezuela, ce que le gouvernement du président Nicolás Maduro autorisait et même accueillait favorablement, mais vers un camp de torture dans le Salvador de Nayib Bukele, où ils ont été humiliés, Maria Corina Machado ne s'est pas tenue aux côtés de ses compatriotes du Venezuela, mais de Donald Trump. Et cela est cohérent avec l'ensemble de la carrière de Maria Corina Machado, depuis qu'elle est apparue pour la première fois en dirigeant une campagne appelée la Salida, au cours de laquelle elle a encouragé les Vénézuéliens à réclamer un changement de régime contre Hugo Chavez, puis contre Nicolás Maduro. Cela a conduit à des émeutes violentes qui ont fait des centaines de morts au Venezuela. La Salida,
Les partis et le mécanisme politique qui la soutenaient ont été financés par les États-Unis par l'intermédiaire du National Endowment for Democracy, qui a salué la réception par Maria Corina Machado du prix Nobel de la guerre. Enfin, Maria Corina Machado a ouvertement promis que si les États-Unis allaient de l'avant avec une invasion du Venezuela pour la placer au palais de Miraflores en tant que présidente, elle remettrait les richesses pétrolières et minérales du pays aux plus offrants. Et il semble assez clair qu'une coterie de milliardaires MAGA s'est déjà réunie pour piller le Venezuela, ce qui explique pourquoi Elon Musk est soudainement devenu un fanatique du changement de régime au Venezuela, alors qu'il n'avait jamais évoqué la question auparavant, lorsque Maria Corina Machado se présentait à la présidence. C'est donc une récompense pour la guerre. Elle valide les exécutions extrajudiciaires illégales de Donald Trump et la volonté générale de piller les ressources du Venezuela par une guerre de changement de régime. Et elle discrédite totalement le prix Nobel.